Bonjour, rebonjour. Donc, on va vous dire deux mots sur notre fonds croissance dividende. Si on peut passer la plaque, voilà. Alors, l'équipe de gestion que j'ai l'honneur de présider, vous connaissez la plupart des intervenants. Marie-Laurence, donc, qui est notre responsable des taux d'intérêt, et notre tour de contrôle des risques de crédit. Et on verra dans les tableaux que les problèmes de crédit sont liés à la capacité de distribution des sociétés de dividendes. Michael est notre gérant et notre analyste, qui connaît très bien la cote, qui fait un travail remarquable. Et tout ceci sous l'œil de Philippe Lemaître, qui vient de vous dire un mot, et qui, en dehors de son rôle de directeur général délégué RCCI, est également gérant et une longue expérience. Alors, c'est un fonds que nous avons créé en 2008, donc il y a un certain track record. Ce track record, en deux mots, 120%, un petit peu plus, par rapport à l'Eurostoxx 50, 67%. Vous voyez qu'on surperforme largement l'Eurostoxx. Si on analyse plus sur les différentes années, on voit qu'on a une tendance à mieux performer que les marchés quand ils sont en baisse, alors que cela entraîne souvent, pas toujours, on va le voir, le fait que dans une hausse des marchés, on est un petit peu moins performant. L'année 2021 nous dit le contraire, puisqu'on a réussi à surperformer notre indice avec près de 28% de croissance. On voit que l'année, pour nous, s'est décomposée en une première période où on a fait près de l'indice et on a dépassé dans la seconde période à partir du mois de juin. Le fonds est donc un fonds d'action de la zone euro, large cap. Nous cherchons un investissement à long terme avec une volatilité relativement faible. On a une analyse classique top-down sectorielle, bottom-up, une gestion buy and hold active, c'est-à-dire qu'on garde nos valeurs un certain temps, et on privilégie la pérennité, ça c'est ce qui est important, dans le choix des valeurs, la pérennité et la croissance du dividende, plutôt qu'un rendement instantané qui serait plus élevé. En cohérence avec notre philosophie d'investissement, on a mis en place dès 2018 une charte d'investissement responsable, et depuis septembre 2021, notre fonds croissance dividende promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du règlement SFDR. L'importance de la croissance dividende dans la gestion, vous avez là de nombreuses études. Celle-ci se déroule sur une période de 45 ans, donc est assez longue, et elle montre la différence de rentabilité des portefeuilles selon qu'ils versent ou qu'ils ne versent pas des dividendes. On voit que les sociétés qui coupent ou dont les dividendes sont en diminution rapportent très très peu, et que la palme revient avec les sociétés dont les dividendes ont été régulièrement en croissance. Je vais maintenant passer la période à Michael qui va vous expliquer comment nous gérons le fonds. Merci Christian. Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors le fonds Gaspal Croissance Dividende est un fonds, comme l'a souligné Christian, qui privilégie la pérennité et la croissance du dividende plutôt qu'un rendement élevé, car comme vous le savez tous, le rendement est simplement une division du dividende par le cours de bourse et ne préjuge en aucun cas de la capacité d'une société à payer un dividende. C'est un fonds qui a été précurseur lors de sa création en 2008 et cette stratégie nous amène à sélectionner des sociétés au business model solide et au management de qualité. Le fonds est construit autour de 3 poches dont nous détaillerons les caractéristiques un petit peu plus tard dans cette présentation. Une poche dividende élevé, une poche croissance importante du dividende
et enfin une poche fort potentiel de croissance du dividende. En ce qui concerne la sélection de valeurs, notre univers d'investissement est composé principalement de sociétés large cap de la zone euro, auxquelles nous rajoutons un filtre sur la séquence de dividendes. Nous réalisons une analyse top-down afin d'identifier les secteurs sur lesquels nous souhaitons investir. Parce que comme vous le savez, même la meilleure société dans un secteur en difficulté aura du mal à performer d'un point de vue boursier. Nous faisons ensuite une analyse financière fondamentale. Nous intégrons le titre dans une watchlist et lorsqu'il rentre en portefeuille, nous l'intégrons dans l'une des trois poches en fonction des caractéristiques qui sont propres aux trois titres. Alors passons maintenant aux caractéristiques des différentes poches. La première poche, dividende élevé, est composée de sociétés qui versent un dividende élevé, à minima stable ou en croissance, et c'est ce socle qui constitue la base du rendement du portefeuille. Ce sont des sociétés qui opèrent souvent sur des secteurs matures, régulés, qui ont de très fortes positions concurrentielles, mais qui distribuent une grande partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires, puisque le taux de distribution est généralement supérieur à 75%. Ce sont des entreprises qui offrent du coup un rendement élevé, qui est nettement supérieur à celui du marché, puisque le taux de rendement de cette poche aujourd'hui ressort à 6% contre 2,9% pour l'Eurostock 50 dividendes réinvestis. Mais nous, sur ces sociétés, ce que nous nous attachons particulièrement, c'est de vérifier que le free cash flow couvre le dividende. Et pour cela, nous nous appuyons sur la double expertise action et crédit qui est présente chez Gaspal Gestion et nous nous appuyons sur l'expertise de Marie-Laurence pour l'analyse justement de ces free cash flow. En revanche, on a un dividende, comme on l'a vu, un dividende yield, un taux de rendement qui est élevé. Par contre, la croissance du dividende est relativement faible, puisqu'en moyenne, le dividende de cette poche croît en moyenne de 1% par an pour l'an prochain. On retrouve des entreprises dans cette poche telles que Veolia. On retrouve également la Française des Jeux, Iberdrola, Orange ou Total. Juste un mot sur Veolia et sur la séquence de dividendes que vous avez en haut. La séquence a été quelque peu heurtée en 2019 et 2020. C'est un événement qui a été purement conjoncturel lié à la crise du Covid, car comme vous le savez, de nombreuses sociétés ont mis entre parenthèses leur politique de dividendes à cause du manque de visibilité qu'on avait à l'époque en raison de la pandémie. Nous allons maintenant passer à la deuxième poche, qui est la poche composée de valeurs affichant une croissance importante du dividende, où là, nous retrouvons des sociétés qui sont dans une dynamique d'accélération de leur free cash flow et qui offrent un important potentiel de rendement à court moyen terme. On a une politique de distribution, contrairement à la poche 1, qui est beaucoup plus prudente, puisque le taux de distribution ressort à environ 50%, ce qui laisse espérer dans les années futures un potentiel d'augmentation. On est là aussi sur des sociétés qui ont un bon pricing power, qui maîtrisent leurs investissements et ce qui leur permet de faire croître régulièrement leur free cash flow. En ce qui concerne le rendement de cette poche, on a un rendement qui est à peu près similaire à celui de l'indice, de même que le taux de croissance des dividendes qui ressort à environ 8%. On retrouve dans cette poche des sociétés telles qu'Air Liquide, mais on va également retrouver des valeurs pharmaceutiques, Sanofi, Roche ou encore des valeurs dans le secteur de l'agroalimentaire comme Danone. Enfin, la troisième poche qui est constituée de sociétés qui ont un fort potentiel de croissance de dividendes. Donc là, on est vraiment sur des sociétés qui font face à une très forte croissance de leur activité et qui ont une croissance très importante de leurs résultats. Et c'est ce qui nous permet à long terme d'envisager une hausse importante du dividende. Ce sont là aussi des sociétés de qualité avec de très importantes barrières à l'entrée, un bon pricing power. Ces sociétés sont rentables, génèrent un free cash flow positif, mais versent un dividende qui est modeste, puisque le payout ratio est de l'ordre de 30%. Et pourquoi ces sociétés versent un dividende modeste? C'est parce qu'elles préfèrent réinvestir leurs bénéfices dans leur activité, dans la mesure où les perspectives de croissance de l'activité sont excellentes, et elles préfèrent aujourd'hui investir, et lorsque la croissance diminuera une fois qu'ils auront atteint une certaine maturité, eh ben, le dividende progressera de par l'augmentation des résultats et par l'augmentation du payout ratio. Et c'est ce qui va faire en fait que ces sociétés dans le futur seront de gros payeurs de dividendes. Alors aujourd'hui, on a une croissance qui est très forte des dividendes de cette société, puisqu'on a un taux de croissance moyen de 19%. En revanche, le pendant est que le rendement instantané est relativement faible, puisqu'on est aujourd'hui seulement à 1% sur cette poche.
On retrouve de très belles sociétés de croissance dans cette poche. Un très bon exemple est Dassault Systèmes, où l'on peut voir que c'est une société qui historiquement verse un dividende mais relativement modéré, avec un taux de distribution d'environ 17%. En revanche, on revoit la solidité de la société et la génération de free cash, notamment au travers du ratio dette net EBITDA, puisque la société avait procédé à l'acquisition de Medidata pour entrer dans le secteur de la santé en 2019. Donc on voit un ratio d'endettement qui a fortement augmenté puisqu'auparavant la société n'avait pas de dette, mais on voit que dès cette année, le ratio va redescendre à 0,5 fois et que dès 2022, probablement, la société sera totalement désendettée. Dans le même type de société, on retrouve des sociétés telles qu'Assa Abloy, Christian Dior ou Hermès, Sartorius Teddy Biotech ou Téléperformance, donc vraiment de grandes sociétés de croissance où la performance, le rendement total aux investisseurs vient plutôt de l'appréciation du cours de bourse que du dividende à très court terme. Enfin, à titre accessoire, nous pouvons investir ponctuellement sur des sociétés qui ne versent temporairement pas de dividendes. Cela nous permet notamment de nous positionner avant la déclaration officielle d'un dividende, puisque cette déclaration officielle d'un dividende est généralement un catalyseur boursier fort pour un titre. Ces valeurs représentent maximum 10% du fonds, sont classées temporairement dans la poche 3, puis sont éventuellement rééclatées dans la poche 1 ou dans la poche 2, en fonction des différentes caractéristiques. Un très bon exemple de valeur faisant partie de cette reprise du dividende, c'est Peugeot Invest, l'ex-FFP, qui est la holding de la famille Peugeot, qui, devant les difficultés du constructeur automobile en 2012, puisqu'il a été obligé de participer à la recapitalisation avec Dongfeng et l'État français, a coupé son dividende pour des raisons qui étaient politiques, puisque la principale participation était en difficulté. Mais c'était un groupe FFP qui était très solide, avec un ratio de loan to value qui demeurait maîtrisé. D'autres participations, notamment dans SEB, dans Orpea ou dans DKSH, qui étaient très solides et qui, elles, généraient du cash. Mais pour certaines raisons, ils ont préféré passer le dividende pendant 2 ans. Mais on voit très bien que lorsque le dividende a repris en 2014, il a repris avec un dividende exceptionnel qui était une forme de rattrapage des années précédentes. Donc on voit quand même la solidité de l'entreprise. Et si l'on regarde l'évolution du dividende depuis qu'il a repris, entre 2014 et 2020, eh ben, il a quasiment doublé. Donc c'est vraiment un gage que certaines sociétés peuvent ponctuellement couper un dividende, mais elles sont quand même extrêmement solides sur le long terme. Alors dans ce type de scénario, on a également investi sur Alstom quelques mois avant qu'ils reprennent le dividende, ou sur Getlink, l'ancien Eurotunnel, et également sur le secteur bancaire, où là, par le passé, soit pour des raisons dans- de difficultés dans l'environnement économique, comme en 2011-2012, soit pour des questions de régulation, comme on l'a vu pendant la crise du Covid, bah, le secteur a été obligé de couper son dividende. Donc le fonds est en permanence constitué de ces trois poches qui représentent entre 15 et 60%. Nous faisons varier l'allocation entre les trois poches en fonction de notre scénario économique. Donc lorsque nous sommes un petit peu prudents sur les marchés, c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à privilégier la première poche. À l'inverse, lorsque nous sommes positifs sur les perspectives de croissance, c'est plutôt la poche 3 qui sera privilégiée. En 2021, la poche 3 a été le principal moteur de performance du fonds, puisqu'elle cette poche représentait environ 50% de l'actif, mais elle a contribué à hauteur de 65% à la performance du fonds. Donc, chez Gaspal Gestion, on a un prisme très important sur l'analyse fondamentale des sociétés, où bien évidemment nous cherchons à comprendre le business model et à nous faire une idée sur l'attractivité du secteur. Notre différenciation vient vraiment de notre analyse de la structure financière de l'entreprise, puisqu'on porte une attention particulière sur les ratios d'endettement, sur la génération de free cash flow, le taux de distribution, ainsi que la couverture des dividendes par le free cash flow. C'est ça qui nous éclaire en fait sur la capacité d'une société à verser un dividende à minima stable. De manière plus classique, bien évidemment, nous regardons les ratios de valorisation, que ce soit en historique ou par rapport aux comparables. Sur le slide suivant, vous avez un petit extrait de notre outil propriétaire qui nous permet de suivre les séquences de dividendes d'une société avec l'analyse des critères que nous avons vus précédemment. C'est cette approche action-crédit pour l'analyse de la capacité des sociétés à verser un dividende en croissance ou un minima stable qui est possible grâce au concours de Marie-Laurence, qui a une expertise crédit. Et c'est vraiment cette approche différenciante qui nous permet de détecter en amont les sociétés qui n'ont plus la capacité à maintenir un dividende, avec notamment l'analyse du ratio de la couverture du dividende par le free cash flow. Cela, dans le passé, nous a notamment permis de sortir des dossiers tels qu'Orange, Engie ou EDF,
avant qu'ils ne coupent leurs dividendes. Et comme vous le savez, lorsque le dividende est coupé, bah, la bourse réagit très mal et du coup, c'est des titres qui performent mal dans les années à venir. Le slide suivant vous montre un extrait de notre suivi des valorisations qui est relativement classique, mais ce qui est intéressant dans notre process, c'est que pour chaque titre en portefeuille, nous avons un objectif de cours à la hausse ou à la baisse, enfin des niveaux, des seuils, et ces seuils d'alerte nous obligent à réétudier chaque dossier lorsque la limite est atteinte. Alors, qu'est-ce que donne cette stratégie en termes de volatilité? Donc, si l'on regarde depuis la création du fonds en 2008, on s'aperçoit que cette stratégie est beaucoup moins volatile que celle de l'indice de référence, l'Eurostoxx 50 dividendes réinvestis. Pourquoi? Cela s'explique par la qualité des sociétés en portefeuille et par le fait que payer un dividende en croissance ou à minima stable, finalement, est un gage de qualité et d'assurance pour les investisseurs, car la politique de dividende, comme vous le savez, est beaucoup moins volatile que les résultats d'une société. Une société ne va pas s'amuser à réduire un dividende si les bénéfices n'ont baissé que de 5%. Ce serait un très mauvais signal envoyé au marché. Alors, comment aujourd'hui est positionné Gaspal Croissance Dividende? Nous avons une surpondération importante au secteur financier que nous avons renforcé encore en ce début d'année, puisque nous sommes positifs sur le secteur bancaire qui va pouvoir dégager d'importants bénéfices et ainsi payer de dividendes conséquents et procéder à des rachats d'actions. Alors pourquoi sommes-nous positifs sur le secteur bancaire? Nous sommes positifs tout d'abord avec les perspectives de remontée des taux d'intérêt et de quantification de la courbe des taux. Nous sommes également confortés par la maîtrise du coût du risque, puisque nous sommes dans un environnement économique porteur. Nous sommes également rassurés par la solidité du secteur bancaire en termes de ratio de solvabilité, puisque si vous regardez le ratio Core Equity Tier 1 du secteur bancaire, il est très élevé. Et enfin, on a une très bonne une très bonne orientation des activités de marché qui sont très fortement génératrices de cash pour les banques. À l'inverse, nous avons une sous-pondération sur le secteur technologique. Comme Philippe l'avait mentionné, on a des valorisations qui commencent à devenir élevées pour certains acteurs et la hausse des taux sera préjudiciable à ces valorisations. On a notamment une sous-pondération importante sur ASML, mais ça, c'est plus dans la perspective d'un contrôle des risques, puisque nous trouvons que la position est trop importante dans l'indice, puisqu'elle représente quasiment 9%. Et nous avons également une sous-pondération sur le secteur industriel, avec notamment une sous-pondération sur Siemens. Dans l'ensemble, si l'on regarde, on a un portefeuille qui est équilibré et diversifié. Vous avez sur la droite les principales lignes du portefeuille. Je ne vais pas les commenter une à une, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aucune position ne représente plus de 5% du fonds. Et on a un portefeuille qui offre un rendement 2021 de l'ordre de 2,6%, à peu près en ligne avec le rendement de l'Eurostoxx 50. Mais par contre, on a un taux de distribution qui est relativement modéré, puisqu'il ressort en moyenne à 43%. Et c'est ce faible taux de distribution qui nous laisse espérer dans les années à venir une croissance importante du dividende. Alors peut-être quelques mots pour illustrer notre stock picking. On va prendre l'exemple de quelques sociétés qui sont récemment rentrées dans le portefeuille. Je vais commencer par ALD, qui est la filiale de la Société Générale spécialisée dans la location longue durée et la gestion de flotte automobile, qui est entrée dans le portefeuille en septembre 2021. À l'époque, pourquoi nous avions rentré ce titre? Parce qu'on était sur un titre qui était faiblement valorisé par le marché, avec un PER de seulement 8 fois pour cette année. Le titre profitait également de la bonne tenue des prix des véhicules d'occasion en raison de la pénurie de semi-conducteurs affectant la production de véhicules neufs dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très bon pour la valeur résiduelle des véhicules que possède ALD lorsqu'il les revend. Et nous avions également un potentiel de M&A qui depuis a été concrétisé puisque le groupe a annoncé l'acquisition de LeasePlan et nous pensons que ce sera très fortement créateur de valeur. Et en plus, ALD est une société qui a un très bon historique en termes de paiement du dividende. Nous pouvons également citer Technip Energies, qui est une société d'ingénierie et de technologie spécialisée dans l'exécution de projets pour les infrastructures énergétiques, notamment dans le GNL, qui est issu du spin-off de Technip FMC en 2021 et qui est méconnu des investisseurs. C'est une société qui dispose d'un carnet de commandes très important, puisque son carnet de commandes représente plus de 2 ans de chiffre d'affaires. Le bilan est extrêmement solide, la société est en position de cash net, et nous avons une valorisation qui est très modérée,
puisque le PER ressort autour de 9 fois. On avait également un élément qui pesait sur le titre qui était la cession de blocs par l'actionnaire de référence Technip FMC, mais ce problème est désormais quasiment résolu puisque le groupe Technip FMC a placé de nombreuses fois des blocs sur le marché et sa participation aujourd'hui est réduite à 7% alors qu'il détenait un peu plus de 40% de l'entreprise l'an dernier. Alors là, nous sommes sur un titre pour lequel nous attendons le versement d'un dividende, car c'est une jeune société qui n'a pas encore formalisé sa politique de dividende. Et nous pensons que cette annonce, qui devrait intervenir à la suite des résultats annuels qui seront publiés prochainement, servira de catalyseur boursier pour le titre. Et un dernier exemple d'Assaut Aviation que vous connaissez tous, qui a un carnet de commandes très important grâce au succès du Rafale à l'export. Ils ont notamment signé la vente de 80 Rafales aux Émirats arabes unis au mois de décembre dernier. On a également des perspectives de reprise dans l'aviation d'affaires avec les Falcon, puisque là, on voit que le stock d'avions d'affaires disponibles sur le marché d'occasion est en train de diminuer. Donc, cela devrait se traduire par une nouvelle dynamique de commandes pour les avions neufs. Et enfin, le groupe dispose d'une participation de 25% dans Thales, qui représente à peu près 40% de sa capitalisation boursière et qui est, selon nous, très mal valorisée par le marché. Et si on regarde la valorisation globale de Dassault Aviation, elle est extrêmement modérée. On est sur des ratios EV/EBIT de l'ordre de 5 fois, un PER de 12 pour une société qui n'est pas du tout endettée. Donc nous sommes très confiants sur la capacité notamment de ces trois sociétés à fortement accroître leurs dividendes dans les prochaines années. Et pour finir, quelques mots sur l'ESG, domaine dans lequel nous nous sommes beaucoup renforcés depuis ces dernières années. Donc, comme Christian l'a souligné, on avait signé une charte en 2018. On a également signé les PRI en 2021. On a un analyste extra-financier en la personne de Pierre-Antoine qui nous a rejoint au cours de l'été dernier, puisque notre approche est une approche best in class qui est complétée par une politique d'exclusion stricte sur certains secteurs, notamment le secteur du tabac, du charbon ou encore des armes controversées. Et nous avons développé un modèle interne qui nous permet d'évaluer les sociétés avec l'appréciation des trois piliers. Donc sur chaque pilier, environnement, social et gouvernance, nous avons développé un modèle pour nous faire une idée sur la qualité d'une société en termes ESG. Et pour tout ce qui est données, nous utilisons les bases de données de Sustainalytics. Peut-être quelques mots sur la notation du portefeuille d'un point de vue ESG. Le titre s'est vu décerner 4 globes par Morningstar Sustainalytics. La note du portefeuille à fin décembre sortait à 17,8 contre 18,3 pour son univers d'investissement, sachant que plus la note du portefeuille est basse, plus le portefeuille est vertueux d'un point de vue ESG. Sur son empreinte carbone, mesurée en tonnes équivalent CO2, elle ressort à 147 contre 168 pour son univers d'investissement. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et maintenant, nous sommes à votre disposition avec Christian et Philippe pour prendre vos questions. Merci à nos intervenants. On a légèrement dépassé l'heure que nous étions fixée. J'espère que ça n'a pas découragé certains. Ça ne m'a pas découragé de poser quelques questions s'il y en a. Nous sommes à votre disposition, les uns les autres. Et notre ami Hubert Tassin se cache, mais il est là. Pour ouvrir le débat, je vais peut-être poser une question à Michael. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année dans la gestion du fonds. Comme je le mentionnais précédemment, on a plutôt eu tendance à renforcer le secteur bancaire, donc le secteur qui est dans la première poche du fonds, qui distribue un rendement élevé, puisqu'on attend vraiment des dividendes très importants cette année. Et à l'inverse, on a pris quelques bénéfices sur des valeurs qui seront sensibles à la remontée des taux d'intérêt, puisque les multiples de valorisation sont très élevés. On a notamment pris des bénéfices sur quelques valeurs du luxe, sur Hermès et sur Christian Dior, même si nous demeurons très positifs sur les fondamentaux du secteur. Nous avons pris également quelques bénéfices sur ASML dans le secteur de la technologie ou sur Dassault Systèmes qui ont des multiples de valorisation très élevés, au-delà de 40, et qui pourraient
être conjoncturellement heurté par une remontée des taux d'intérêt, même si les fondamentaux de ces valeurs restent selon nous excellents. Et enfin, on a pris aussi quelques bénéfices sur un titre comme Sartorius Stedim Biotech, qui avait énormément bénéficié de la pandémie, puisqu'ils fournissent tous les fabricants de vaccins. Donc on voit qu'avec le variant Omicron, les stratégies de gestion de la pandémie commencent un petit peu à évoluer. Et du coup, là aussi, on était sur un titre fortement valorisé et nous avons pris la décision de prendre quelques bénéfices. Donc on a un petit peu réorienté le portefeuille, même si nous restons aujourd'hui très équilibrés et diversifiés. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Écoutez, en tout cas, merci de votre attention soutenue et j'espère qu'on pourra vous revoir bientôt. Nous avons l'idée de tenir ce genre de réunions plus fréquemment que par le passé, je pense sur une base semestrielle. À très bientôt et merci de votre attention.